Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Salut Manon, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. C'est un format débrief. On va aujourd'hui parler de ta diag. Comment ça va Manon ? Salut Guillaume, ça faisait longtemps en fait, on s'est croisés pas mal cet été mais sur des coups de vent, donc je suis ravie de te retrouver. Comment ça va ? Écoute, ça va bien. J'ai, comme je te disais en off, pas mal de fatigue que je traîne là parce que ça fait quand même quelques jours que j'ai des nuits qui sont raccourcies, voire pas mal de nuits blanches à mon actif. Voilà, c'est ça. Donc il y a une bonne dette de sommeil qui se crée, plus le retour à la entre guillemets à la vraie vie. Hein. Je dis pas que la vie du trail c'est les paillettes parce que bon c'est quand même pas simple. Il y a son lot de difficultés, mais quand même la vie professionnelle, les collègues, le retour au boulot avec les patients, avec la montagne de choses que j'ai laissées en partant. Donc, on va dire que voilà, c'est trépidant. Je m'ennuie pas, mais il faut que je récupère cette fois-ci correctement. Une petite transition en douceur aurait été bienvenue, mais la vie est ainsi faite. T'es rentrée quand là, de la diag ? Alors, je suis rentrée lundi soir. Pour la petite histoire, on est parti en trombe avec le trophée sous le bras après la cérémonie de clôture, Ludo Collet vidéo micro que j'allais rater mon avion. Alors, j'avais pris j'avais pas de choix en fait de repartir en fait de la réunion directement après la remise des prix pour pouvoir être présente au travail mardi. Surtout qu'Alexandre, lui aussi, avait pris quand même 3 semaines de congé. Donc, lui, pareil, hein, il avait des visites mardi. Moi, j'avais mes patients où je travaillais avec des consultations avec les médecins. Donc, je pouvais pas trop reprendre plus de jours. Et du coup, on a passé le vol entre dimanche et lundi, le vol de nuit. Hein. Et moi, j'ai été invitée dans le cockpit des pilotes pour que je leur raconte ma course. Donc, en fait, j'ai vraiment pas dormi pendant 3-4 jours avec quelques heures de sommeil après la course, bien entendu, mais pas dormi réellement depuis 4 jours. Et puis, du coup, le retour à Besançon avec les villageois, les copains qui m'ont fait une ovation en arrivant à Liège à 20h30 avec des banderoles et tout. Enfin, je m'attendais pas du tout. Donc, on va dire qu'il y a eu son lot quand même d'émotions avant de vraiment piquer du nez et puis arriver dans son lit. Mais c'est des C'est des beaux moments à vivre. Ouais, faut savourer ça. Après, voilà, c'est sûr qu'après, je dormirai plus tard. Mais c'est tellement chouette et puis les gens étaient tellement fiers. En tout cas, ça fait du bien. Dans le cockpit, c'était en vol ou c'était avant le décollage ? Ouais, non, pendant le vol, en fait, on s'est installé, on a mangé dans l'avion et en fait, juste avant de baigner, ils sont venus me chercher, le test de l'air est venu me chercher en me disant est-ce que vous pouvez me suivre ? Et du coup, pendant 2-3 heures, j'ai passé un super moment avec les pilotes qui sont fans de trail et de course à pied, dont un qui avait fait 6 fois la diag, une hôtesse de l'air qui nous a rejoint, qui avait fait le Bourbon. Enfin bref, c'était vraiment un bon moment. Ouais. Ça tombe bien que tu parles d'avion maintenant, puisqu'on enregistre cet épisode aujourd'hui le 24 octobre. Et il y a 51 ans, c'était la première d'un avion supersonique qui s'appelle le Concorde, qui réalisait son premier vol commercial entre Paris et Rio de Janeiro. Donc ça marquait évidemment une avancée significative dans l'histoire de l'aviation commerciale. Toi, est-ce que tu as l'impression d'aller à la vitesse d'un supersonique sur cette diag ou plutôt d'un ULM qui manquait un peu de puissance, qui était un peu poussif par moments ? T'es encore un ULM, t'es gentil. Hein. Non, pour la petite histoire, mon père a ses 60 ans sur l'île. Ses copains lui ont offert un vol en ULM autour de l'île. Je pense qu'il allait beaucoup plus vite au-dessus des sentiers que ce qu'on a pu faire nous. Non, la diag, c'est assez incroyable. C'est l'allure. En fait, tu dégringoles au niveau de l'allure à partir de au-dessus du Maïdo jusqu'à Ille-et-Savannah. T'es encore en train de courir et t'as encore t'avales quand même encore un peu les kilomètres, mais alors la fin, t'es à 3 km/h dans les chemins de la Cala, c'est tellement technique, tu passes des rivières, des galets, il y en a partout des pierres, et t'évolues t'es les 15-20 km, et au lieu de passer en 1h30, 2 heures, ils passent en 3h30, 4 heures, et c'est assez dingue de se transformer comme ça, parce que déjà t'es fatigué, t'as de la fatigue musculaire,
t'as la deuxième nuit qui pointe, mais aussi t'as une difficulté, une technicité des sentiers qui fait que de toute façon, tu peux pas aller plus vite. Hmm. Donc l'ULM, moi je dirais même, ouais, j'ai envie de dire c'est le petit coucou des années, voilà, tu voles entre guillemets, voilà, tu te vois voler en tout cas, mais non, tu voles pas du tout, quoi. Ou en tout cas, c'est des hallucinations si c'est le cas, mais non, non, c'est pas, ça va pas bien vite, ouais. Maintenant, je voudrais qu'on revienne un petit peu dans le temps, à ton été, ta fin d'été à Chamonix, puisque c'est quand même aussi le tremplin un peu pour la Diagonale des Fous, et puis ce qui se passe à Cham peut avoir un impact aussi sur les semaines et conditionner ton état de forme sur ton arrivée à La Réunion. Toi, tu as eu un UTMB qui s'est bien passé pour une partie, qui a été plus compliqué sur la fin. Voilà, tu as senti des douleurs assez fortes. Est-ce que tu peux nous parler du souvenir que tu gardes de cette UTMB? C'était ta troisième tentative. Oui, alors, c'est vrai que là, je commence à bien analyser un petit peu, et pas forcément par section, ou par semaine ou par mois, mais vraiment sur un bloc un petit peu depuis mon début d'été. Cet été, j'ai eu un été très studieux, peut-être même un peu trop, avec beaucoup, beaucoup de plaisir à préparer cette UTMB. J'ai eu aussi la chance de pouvoir bloquer un mois off au niveau du travail et de complètement partir un mois en fait grâce à mon équipementier Oka et aussi grâce à l'aide de Julien Chaurier puisqu'on a pu aussi bénéficier d'un bon stage en altitude à Val Thorens pour voilà préparer un petit peu tout ça. Moi, je voulais vraiment rien laisser de côté cette année. Alors avec bien entendu mes contraintes professionnelles. Hein. Quand je dis rien laisser de côté, je fais au mieux avec le temps que j'ai et les possibilités que j'ai puisque voilà j'ai quand même aussi mon travail et je peux pas non plus me permettre de couper 6 mois, quoi. Mais voilà, un été vraiment studieux où j'ai pris beaucoup de plaisir, hein, c'est vrai, hein, et moi j'aime courir en fait, mais j'aime courir en montagne longtemps. Ça me débranche pas du tout de passer plusieurs jours d'affilée pendant des heures, des journées entières à courir. J'adore ça. Évoluer dans un environnement, voilà, comme ce qu'on retrouve à Cham ou à Val Thorens, enfin, c'était fabuleux. Et surtout partager avec l'équipe et des amis comme Julien ou comme Thibaut. Mais je pense quand même que j'avais depuis le début d'année une fatigue centrale que je traînais, qui date aussi probablement de l'année dernière. Et aussi un fond d'anxiété, un fond de stress de par aussi ma vie qui est quand même assez Hmm. remplie. Et du coup, mon été, même si j'étais dans des bonnes conditions, je pense qu'arrivée à l'UTMB, j'avais pas complètement récupéré cet été cette grosse part de cette grosse tranche d'entraînement, ce gros bloc. J'ai fait quand même des semaines à 200-250 kilomètres, hein, donc quand même, voilà, et d'affilée, donc avec pas mal d'heures à enchaîner. Et moi, j'ai une bonne assimilation, j'enchaîne bien les heures, mais quand même, quand on retrouve mi-août, début août, le rythme de travail et puis qu'on prépare un UTMB fin août, il aurait peut-être fallu que je me repose un peu plus et que je prenne peut-être un peu plus de temps au niveau professionnel pour récupérer. Et en fait, je suis arrivée à une semaine de l'UTMB avec des sensations qui étaient pas très bonnes, faut le dire. Je regardais un petit peu mes analyses Nolio, là, j'avais des douleurs musculaires, j'avais des mauvaises sensations sur les derniers footings, sur les dernières séances. Et là, on était à J5, J6 de l'UTMB, quoi. J'ai pris le départ de l'UTMB avec une énorme envie et avec la petite carotte du fait de courir avec mon père. On a passé une Est-ce que centaine tu de... as comme une trace de DNF des années précédentes à ce moment-là, ou est-ce que tu es juste dans l'analyse de ton état du moment, ou est-ce qu'il y a quand même un espèce d'ombre qui plane sur ce qui a pu se passer les années précédentes? On va dire que j'étais un peu sur l'année d'avant où littéralement, hein, j'étais en super état de forme. J'avais peur, par rapport à l'année d'avant, de me retrouver, on va dire, collée, dans des mauvaises sensations, alors que l'année d'avant, voilà, j'avais peur d'être dans la comparaison. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé un petit peu ça en amont sur le fait que de me détacher complètement du passé, des vécus que j'ai pu avoir en amont, et puis de faire ma course, en fait. Parce que là, avec toutes les expériences que j'ai eues depuis maintenant une paire d'années, mais surtout sur les dernières années, là, je sais que je peux très bien faire des courses quand même pleines et des bonnes courses avec un état de forme voilà, moyen dès le début, quoi. Et là, je voyais pas comment je pouvais être dans un mauvais état de forme, mais dans un état de forme moyen. Du coup, c'est ce qui s'est passé, hein. C'est que dès le début, j'étais pas trop bien musculairement. J'ai même fait des changements de chaussures plus tôt pour avoir plus d'amorti, pour avoir plus de facilité musculaire, parce que je me sentais déjà un petit peu rincée musculairement. Mais par contre, dans la tête, j'étais très forte.
beaucoup plus fort d'ailleurs que les années précédentes. Hein. Je pense que là, vraiment, j'ai vraiment débloqué un petit peu, levé des verrous depuis quelques temps, notamment sur Toi toute seule ou t'as été aidée là-dessus? Ouais, non, j'ai été aidée par un préparateur mental, mais surtout par un psychologue préparateur mental, en fait, parce que moi, les verrous à lever, c'était pas forcément sur le côté mental propre à l'effort ou à la performance, c'était vraiment surtout accepter un petit peu mon statut, arriver à lever un peu plus le pied sur mon mode de vie, à travailler un peu sur ma gestion des émotions et mon anxiété, parce que c'est quand même tout ça alimente. Et puis en fait, la compétition a alimenté un petit peu ces problématiques-là, hein, de gestion des émotions, de fond d'anxiété, parce que ça rajoutait une pression que je me mettais moi. De réussite, alors qu'avant je faisais mon sport pour moi, je mettais les dossards pour moi, et là je continuais à faire les choses pour moi, mais avec ce côté t'as prouvé que tu pouvais faire des résultats, tu fais partie aussi d'une grande équipe au niveau international, tu fais partie de l'équipe de France, enfin mon statut a fait que je me suis à un moment donné mis pas mal de pression, hein, faut le dire. Moi, je suis assez perfectionniste, hein, je suis comme ça, hein, je suis entière. Hein. Si je fais les choses, c'est à fond, sinon je les fais pas. Et du coup, tout faire à fond quand on a un boulot, des sollicitations, et puis en plus de ça, une vie sportive qui commence à être l'équivalent un bon temps plein, ça commence à être un petit peu chaud Ça patate. craque à Donc, des voilà, endroits. ça peut craquer. Mais j'ai pris le départ de cette UTMB assez sereine là-dessus, moins sur mon état physique, mais ça, c'est ma faute. Hein. Enfin, là, clairement, on apprend aussi un petit peu avec le temps. J'aurais eu besoin d'une phase d'affûtage peut-être un peu plus longue, ou d'être un petit peu moins gourmande sur certaines périodes cet été. Donc là, voilà, j'apprends. Ça sera pas le dernier UTMB. Donc là, avec les 3 UTMB que j'ai eu, dont un où je termine enfin, je pense que là, j'ai quand même maintenant un petit peu dans mes ingrédients pas mal de choses pour faire une bonne recette. Après, en effet, comme tu disais, la première partie s'est bien passée, même si j'étais au final pas trop dans le plaisir, puisque en fait, j'étais avec mon père, mais j'étais aussi un petit peu inquiète pour lui. C'est un peu bizarre, hein, mais j'étais quand même relativement inquiète parce que il a eu pas mal de péripéties, il a cassé un bâton, il a fait quelques chutes au début, et du coup, moi, ça me sortait un petit peu de ma course. Et puis moi, je voyais que j'avais des sensations musculaires qui n'étaient pas ouf, quoi. Par contre, après, j'étais dans le coup, voilà, j'étais dans mes allures, j'étais dans les places que je prétendais être. Je pense que au mieux, cette UTMB, j'aurais pu faire 6 ou 7e, mais je valais pas mieux de toute façon. Malgré la déchirure, on va dire que jusqu'au 120e kilomètre, je faisais la course que j'étais censée faire, et il a fallu toujours concilier les aléas, et la douleur musculaire, en fait, s'est avérée être une double blessure. J'avais 2 déchirures, et avec des décollements au niveau du gastro-clémien puis de l'ischio. Donc, en fait, je comprenais pas pourquoi mécaniquement ma jambe gauche me lâchait complètement, mais en fait, après coup, j'ai compris que j'étais encore allée un petit peu loin dans l'effort, dans la douleur, et que en fait, j'étais blessée. Et c'est pour ça que j'ai fini un petit peu en randonnée. Mais au moins, je l'ai bouclé avec vraiment un sentiment très amer de ne pas être allée au bout de la concrétisation, puis de ce que je venais chercher, hein, d'aller dans la confrontation, de rentrer dans la stratégie de la course, dans la compétition. Voilà, je commençais seulement à être dans la stratégie. J'étais avec Sabrina Stanley à ce moment-là, quand j'ai commencé à avoir des douleurs vraiment fortes. Et en fait, il a fallu encore que je lâche un petit peu les rênes, en me concentrant sur moi et en gérant ces douleurs qui étaient anormales, quoi. Donc bon, voilà, c'est comme ça, mais j'ai digéré cette fois-ci, parce que quand on passe la ligne, on a quand même un accomplissement qui est différent que quand on abandonne, hein, faut le dire. Hein. Et moi, à aucun moment j'ai pensé abandonner, quoi. L'analyse, elle est quand même assez. Quand t'as des blessures, tu composes avec ce que ton corps te dicte, hein, t'as pas le choix. Et puis j'avais un entourage qui était présent pour pas que je lâche trop mentalement, parce qu'en fait, à un moment donné, je m'étais dit, allez, je finis en rando, de toute façon, je peux rien faire de plus, la course, elle est foutue. Et en fait, à un moment donné, j'ai commencé à culpabiliser de tout le travail que j'avais fait pour finir en fait en marchant pendant 60 kilomètres, parce que c'est quand même ce qui s'est passé, hein, c'est qu'il me restait 56-57 kilomètres à parcourir quand j'étais vraiment plus en capacité de courir. Avant, j'avais un espèce de petit trot encore qui restait un petit peu efficace, mais j'avançais quand même plus grand-chose, quoi. Et puis de se voir dépasser sans cesse par les féminines, c'était dur.
Mais j'ai eu un petit relâchement pendant 1h30, 2 heures. J'ai rejoint Esther Kilag et on a fait un bout ensemble. Et à un moment donné, je me suis réveillée en me disant non, mais tu vas pas faire attendre ton entourage, tes proches qui ont déjà attendu toute la journée que tu daignes marcher jusqu'à la fin. Tu vas essayer de te remettre quand même dans cette compétition avec toi-même et essayer d'optimiser tout ce que tu peux optimiser à la fin. Donc, j'ai essayé de réaccélérer à mon niveau de randonneuse, quoi. Et j'ai bouclé à 22 heures, la course en 28 heures, qui n'était pas du tout. J'ai du mal à regarder le chrono encore aujourd'hui, puis l'arrivée, mais au moins, je me suis raccrochée un petit peu à mon entourage, au fait que je voulais passer du temps avec eux à l'arrivée, je voulais pas les faire attendre plus, et puis j'avais quand même pas fait tout ça pour ça, donc il y avait encore un esprit de compétition, même si quand tu passes de la 6e place à la 20e, on peut pas dire que c'était une bonne, un bon moment, hein. Ça, c'est sûr qu'il faut ravaler ta fierté et puis ta frustration, et voilà, c'est quand même encore des apprentissages très intéressants, quoi. Du coup, la diag, il a fallu. T'as eu peur que ça puisse compromettre ta diag, là, ta blessure? Est-ce que ça a été une épée de Damoclès au-dessus de ta tête? Et oui, alors c'est vrai que pendant 2-3 semaines, il a fallu couper complètement. Après, il a fallu reprendre par du vélo. Il a fallu faire des bilans, des diagnostics, de la kiné. Là, j'ai un kiné qui est passionné et qui m'accompagne au quotidien. C'est beaucoup plus que juste de la kiné qui m'amène, hein. Il a vraiment été là, même pendant la diag, là, à me trouver un kiné sur place, des soins sur place. Parce que mine de rien, quand je suis arrivée, je sortais seulement de blessure, hein, sur place. Donc, il fallait quand même encore pas faire n'importe quoi. Mais voilà, mon médecin, enfin là, c'est là où tu te rends compte que l'entourage, l'entourage, le staff, il a quand même une place, un rôle hyper important, parce que sinon, si c'était toi tout seul dans ton truc, j'aurais probablement pas pu prendre le départ dans un bon état de forme, quoi. Donc, j'ai dû quand même bien récupérer, vraiment faire les choses correctement. Et puis, en fait, l'envie, elle est montée crescendo. Le bloc d'entraînement, il était fait. Donc, en fait, le volume, j'en ai pas refait, mis à part le fait d'aller reconnaître un petit peu les sentiers sur place. Et puis, c'était surtout arriver en ayant un état de fraîcheur et d'envie. Mais alors, moi, j'ai jamais pris le départ en étant si excitée, hein. Le dernier taux d'excitation que j'avais à ce niveau-là, c'était à Madère. C'est marrant, mais à Madère, j'étais comme une pile. Aucun soupçon de stress. Et là, dans le sas de départ de la diag, j'étais la seule qui était. Alors, Diego, il est aussi pas mal dans le genre, il est pas du tout stressé, mais moi, j'étais pas du tout stressée. De toute façon, je me disais, là, c'est un privilège de fou. Le voyage, il se passait super bien. On avait passé du bon temps sur place et j'étais tellement contente d'être sur cette ligne de départ sans ressentir mon mollet, que c'était surtout le mollet qui posait souci, que tout s'est évacué comme ça en l'espace de quelques semaines. J'ai oublié, enfin, c'est pas que j'ai oublié mon UTMB, mais je me suis dit, le combo, il est déjà réussi, en fait. Mais quoi qu'il se passe sur la diag, c'est réussi. T'es là, t'es en forme, t'as récupéré, alors, en superficie, hein. Alors après, je me laissais le doute, hein, de savoir est-ce que mon mollet allait réagir, est-ce que réellement j'avais récupéré au niveau mental, au niveau physique. Et c'est là où il faut être curieux. Enfin, je pense que le combo, il était cette année possible, c'était un combo de cœur, mais je voulais voir un petit peu ce que ça pouvait donner, quand on enchaîne comme ça cette semaine, 2 grandes échéances. Et le départ donné, il y avait beaucoup d'excitation, mais en fait, très vite, je me suis rendu compte que le début n'était pas du tout, on va dire, propice au fait que ça déroule un petit peu mes jambes et que la douleur au mollet se décale plus tard. En fait, le début, pour la petite histoire, c'est vraiment pendant 45-50 kilomètres, on est vraiment dans des sentiers durs ou sur du bitume, de petites voies de champs de canne à sucre. Donc, en fait, c'est vraiment, t'es comme sur de la route, en fait, ou sur des sols vraiment durs qui ont été tassés. Et en fait, on allonge la foulée parce que là, on prend 2700 mètres de D+, sur 45 kilomètres. Après, il y a une petite redescente jusqu'à Marabout et à nouveau du bitume. Mais en fait, c'est très progressif. Et là, ça court, ça allonge. Et on est sur des allures, en dessous du seuil, mais on est quand même assez rapide quand même au niveau du pace au début, mais surtout tout le temps en train de courir, en train d'allonger. Et là, du coup, moi, au bout de 35-40 kilomètres, je sentais déjà à nouveau le mollet qui me rappelait que c'était pas tout à fait fini, quoi. Toi, maintenant, c'était quoi tes ambitions là sur la course? T'avais quoi en tête? Elle serait réussie si quoi, cette diagonale pour toi? En fait, elle était réussie si je prenais du plaisir.
parce qu'en fait, voilà, l'UTMB, le plaisir, il a été quand même très relatif, quoi, comme tu peux l'entendre. Mon autre ultra de l'année sur le Swiss Canyon aussi, hein, c'était quand même pas une bonne période pour moi. Donc en fait, cette année, je voulais juste prendre le départ d'une grande course, donc qui m'a toujours fait rêver avec du plaisir. Après, c'est sûr que quand tu es annoncée en tant que grande favorite, tout ça, j'essayais juste de me dire, ben voilà, c'est comme ça, tu arrives sur une première, tu es quand même annoncée comme favorite, il n'y avait pas de grande prétendante, donc c'était une course qui avait, en termes de densité féminine, il faut se le dire, moindre que les années précédentes, mais ça n'enlève pas la difficulté du parcours, donc faut Bien juste sûr. rester focus et dans son truc. Et puis, je fais pas de l'ultra pour ça, quoi. Moi, je fais pas de l'ultra pour aller me confronter. Je regarde pas les start lists pour aller sur des courses où il y a. C'est un Alors, choix de cœur, oui, tu l'as dit. l'UTMB, oui, tu fais ça parce que voilà, sportivement, tu te confrontes, les championnats du monde, tu te confrontes, sinon tu n'irais pas. Mais sur des courses comme la Diag ou comme la Hard Rock ou comme d'autres courses qui me font rêver, j'y vais pour l'expérience, pour l'aventure. Et en fait, j'y allais pour ça. Après, j'y allais pour prendre du plaisir et surtout pour arriver à faire une course autant que possible, bien gérée, sans difficulté majeure, sans pépin physique, et puis voir aussi si ma capacité à aller au bout de cette aventure-là, voilà, où j'en étais un petit peu dans tout ça, quoi. Et en ayant le combo, l'UTMB en tête. Donc voilà, il n'y avait pas de prétention au podium. Je voulais déjà finir. Et par contre, après, je savais que si je finissais bien. Voilà, il y avait de grandes chances que le résultat classement, en tout cas, il soit bon. Après, j'avais estimé un petit peu des temps avec ce nouveau parcours, mais en fait, la boue de la fin et puis la rallonge, parce qu'on a quand même 180 km au compteur, hein, juste, Ouais. fait que Le en fait, retour du maillot est plus de kilomètres pour cette ouais, édition. Ouais. et puis bah ouais, je sais pas, moi j'ai 180, il y en a qui ont 183, enfin bref, c'est un petit peu plus long que ce qu'ils annoncent, mais tu peux difficilement te focaliser sur les temps des années d'avant au final. Donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre au niveau du temps. Et les conditions, elles te faisaient peur? Parce qu'il a plu beaucoup, enfin, c'était des conditions qui t'ont Non, inquiété de les terrain? choses ne m'inquiétaient pas, je m'étais préparée à adapter un petit peu mes boissons avec NAC. On avait fait des boissons un petit peu plus riches en sodium où je pouvais un petit peu combiner, faire des combinaisons. Je savais qu'au niveau de mon matériel, j'avais tout ce qu'il fallait pour passer le chaud, le froid. Et puis les conditions un petit peu de la fin ne m'ont pas non plus inquiétée parce que enfin, voilà, moi j'habite dans le Jura, donc et puis on a eu quand même un printemps et un été voilà pas top. Donc si je commence à avoir peur de la pluie et puis un petit peu des conditions mauvaises, c'est quand même je suis pas une Et vraie le pas de jurassienne, bâton, quoi. le fait qu'il n'y ait pas de bâton autorisé, ça a pu te questionner aussi? Moi, ça m'a beaucoup questionnée, en fait, juste sortie de l'UTMB où je me suis dit: «Oh! Ah mais là, je vais lâcher les bâtons», alors que j'ai fait toute ma préparation avec, cette année, mais j'ai pas vraiment fait de préparation spécifique diag. Donc en fait, je me suis juste, dit que je verrais, puis que j'allais probablement bien m'adapter. Après, moi, j'ai un bon rapport poids-puissance, je grimpe bien sans bâton. Donc je me disais que j'allais vite, avec quelques séances, là-bas sur place, retrouver des repères et quand même bien grimper, et je fais quand même des belles montées, hein, globalement, donc ça me faisait pas peur. Voilà, il fallait juste que musculairement ça tienne, et les bâtons, c'est ça aussi, hein, c'est pas que la technique et puis le fait de grimper, c'est surtout, la prévention un petit peu au niveau de la défaillance musculaire, hein. C'était une première pour toi, là, Manon? Est-ce que c'était indispensable qu'il y ait ton papa avec toi sur cette édition? Enfin, pour ta première, en tout cas. Non, pas du tout, mais c'était lancer ma première et pour lui, clôturer boucler la boucle, quoi. C'était sa dernière et c'était ma première. Moi, j'avais prévu de faire ça l'année prochaine. Et c'est vrai qu'on s'est un petit peu motivés comme ça, les 2, parce que, bah, voilà, c'est symbolique, quoi. Mais ça m'a vraiment motivée de prendre le départ avec lui. Après, je voyais qu'il n'était pas dans les conditions optimales, donc je savais dans ma tête qu'il pouvait y avoir, des doutes sur sa course à lui, quoi. Voilà, mais ça n'empêche pas qu'il a pu profiter et me suivre, et qu'il a pris beaucoup, beaucoup de plaisir aussi à être sur l'assistance, même si pour lui, c'était beaucoup plus stressant que d'être coureur. Mais c'était aussi un chouette échange avec lui, un chouette partage, ouais. Ça y est, Manon, le départ est donné. Là, j'imagine que tu es dans l'émerveillement. Moi, pour avoir vécu le départ l'année dernière, c'est quand même un festival pour les yeux. C'est tellement différent de ce qu'on peut connaître par ailleurs. Enfin, je pense qu'il n'y a rien de véritablement comparable. On l'entend beaucoup, mais c'est vrai. Toi, j'imagine qu'il y a eu cette espèce d'effervescence et d'émulation incroyable. Et puis en même temps, des sensations qui, dès le début, n'ont pas été formidablement incroyables. Tu t'es fait un peu rattraper par tes blessures, je crois. Oui, alors, festival, c'est le mot. En fait, l'impression que ça m'a donné quand je suis arrivée dans les sas, c'est que j'étais au festival des Eurockéennes, quoi.
J'avais l'impression d'être à un festoche de musique. C'était incroyable. Et il y avait une espèce de... Il y avait beaucoup d'excitation dans l'air. Il n'y avait pas de la tension comme on peut retrouver sur certaines courses, mais beaucoup d'excitation. Un stress, mais un bon stress, si tu veux, tu vois. Et on était tous dans un sas avec les élites, ça discutait. C'était quand même vraiment sympa de pouvoir vraiment avoir une demi-heure à partager, à déconner, à relâcher un petit peu la pression avant le départ. Les bénévoles sont venus nous chercher un petit peu un par un, ils nous ont placés en fait à l'avant. Et là, il y a tous les coureurs qui se mettent derrière nous, 3000 coureurs qui sont vraiment derrière nous, donc ça pousse. Donc là, vraiment, l'excitation, elle Il y avait une monte, seule elle vague monte. cette année en plus, c'était une différence, je crois, par rapport aux années Oui, précédentes. voilà, c'est ça. Il y avait pas de vague, on partait tous ensemble à la même heure. Et là, tu te dis on prend tous le même départ, on est tous au même niveau. C'est quand même, il y a que le trail pour ça. Je trouve ça vraiment super communautaire et solidaire, quoi. Et là, le chant, l'hymne que j'avais écouté un petit peu en amont, parce que j'étais curieuse, il lance l'hymne, les danses, Ludo au micro. Enfin, c'est vrai que là, La c'était cracheuse de feu. la cracheuse Je sais de pas si feu. tu l'as Non, vu. mais c'est vrai que Ouais. c'était assez dingue, quoi. Bon, les canals et tout, ils ont pu faire, j'imagine, des jolies images. Et puis là, il est 22h, quoi. Donc, en fait, tu as l'impression d'être en départ de soirée, quoi. Enfin, c'est vrai que c'était assez chouette, Il faut quoi. que je cours maintenant. Ouais, c'est ça. En fait, on s'était dit, dis donc, à 22h, est-ce qu'on va pas avoir un coup de mou, un coup de barre? Moi, je sais que c'est des heures où je suis pas bien. Et en fait, mais j'étais excitée comme une puce et j'avais l'impression d'arriver à un festival de musique, quoi, avec des copains, quoi. Donc, c'était quand même assez détente. Enfin, pour moi, en tout cas, je l'ai vraiment vécu comme ça. D'autres, je voyais bien qu'il y avait du stress parce que c'est quand même un sacré morceau, la Diag. Mais ouais, c'est comme si j'avais un petit peu minimisé le chantier et que de toute façon, j'étais là en forme et j'allais prendre le départ à côté de mon père et de toute façon, ça, on pouvait pas me l'enlever. Le départ, oui, rapide, mais au final, j'ai vite pris mes marques. Je me suis vite pas trop... j'ai vite trouvé un pace comme j'avais prévu, qui soit quand même rapide, mais sans être dans le rouge dès le début. La particularité de la première partie, c'est qu'il y a 45 km avec 2700 mètres de D+, qui courent. On est vraiment sur des sentiers un peu bitume, des sentiers durs avec une espèce de glaise qui a été un petit peu tassée autour des cannes à sucre. Donc en fait, c'est vraiment pas technique, ça déroule, ça va vite et c'est piégeux. C'est piégeux. Donc il faut vraiment dérouler sa foulée, faut pas trop se cartonner, hein, faut vraiment être dans des allures qui soient vraiment confortables. Et puis moi là, en allongeant, en étant quand même sur un rythme soutenu, mais surtout en ayant une foulée qui est assez ample, au bout de 35-40 km, j'ai vite senti le mollet qui me faisait des petits pincements au mollet et j'ai vite eu des douleurs au ventre. Passé le premier ravito, j'avais déjà pris mon ravitaillement. Ça allait plutôt bien. Crampe intestinale, c'est ça? C'est ça, oui. Alors, pas des maux de ventre au niveau de l'estomac, hein, pas comme j'ai d'habitude. D'ailleurs, je ne m'étais pas chez l'estomac pour la petite histoire. Ça s'est bien passé. Mais j'avais des crampes aux intestins, vraiment en bas-ventre, qui me cassaient un petit peu à l'avant. Et c'est quand même pas très confortable, hein. Et en fait, ces crampes, elles ont fait qu'augmenter jusqu'à Marabout, où là, j'ai été en fait malade et ça m'a un petit peu soulagée. Mais en fait, c'était des crampes, je pense, en lien avec le froid et le chaud-froid plutôt. Plus que des problématiques nutritionnelles comme je peux avoir habituellement. Là, j'en ai pas eu forcément autrement. Et là, il a fallu juste composer avec l'allure, réduire un petit peu l'allure, bien boire, parce que souvent au niveau des intestins, c'est souvent le fait de l'eau qu'il faut aussi pouvoir faire le job. Et puis, voir à quel moment je devais ralentir pour pas augmenter ces crampes. Et je savais que ça allait partir, mais quand même, le début était quand même mal barré et j'étais pas très sereine passer Notre-Dame et Marabout et mon entourage non plus, parce qu'ils voyaient bien que j'étais un peu crispée et que j'étais pas dans le même état d'excitation que le début, quoi. Donc passer Marabout. Et à Notre-Dame, tu as eu un moment marquant aussi. Je pense que ça a été un fait de course important, même s'il ne te concernait pas directement. Mais tu as vu que ton papa a arrêté à ce moment-là. On était tôt dans la course, à peu près une trentaine de kilomètres. Exact. Est-ce que ça a peut-être eu l'effet inverse que ce qu'on aurait pu imaginer que ça produise? C'est-à-dire que ça t'a remobilisé peut-être? Est-ce que ça te donne aussi l'envie de finir aussi pour lui encore plus? Ouais, alors sur le coup, je me suis dit, ça m'étonne pas qu'il ait mal parce que je la connaissais sa douleur, hein, depuis quelques semaines, il avait quand même cette petite gêne. Mais je me disais avec ce terrain-là, si papa ça va le faire, quoi. Et en fait, vu qu'il était juste devant moi, je me suis pas inquiétée juste avant. Je me disais s'il est là, si ça court, ça va.
Mais dans ma tête, je me disais quand même, c'est pas terrible cette première partie pour lui, quoi. Et en fait, quand je l'ai vu sur le bas-côté à Notre-Dame et qu'il m'a dit clairement, écoute, faut que tu fasses abstraction, ça va pas le faire pour moi aujourd'hui. De toute façon, c'est pas possible de partir sur une diag aussi, enfin, sur si long avec cet état-là. Donc, je vais te suivre et tu t'en fais pas. Ça m'a fendu le cœur, mais je suis restée mobilisée et je me suis surtout pas arrêtée parce que là, sinon, voilà, moi, émotionnellement, je savais que ça allait être un peu compliqué. Mais vu que je m'y attendais un petit peu, que je m'étais quand même questionnée un petit peu sur cette partie, puis que moi, j'étais pas très bien, je me suis dit, ouah, bon, bah là, tu dis rien, par contre, parce que moi, j'avais quand même prévu de dire à Alex, écoute, c'est pas terrible, on va peut-être faire des petits changements, je vais peut-être me strapper un petit peu le mollet pour un peu plus tard. Enfin, j'avais prévu de lui donner 2, 3 consignes. Et en fait, là, j'ai rien dit du tout. Je suis repartie, j'ai ravalé un petit peu ma douleur et je me suis dit, allez, tu vois, t'avises et on verra bien comment ça se passera à Marabout. Mais j'étais vraiment pas confiante et dans ma tête, des fois, je fais le switch. Quand ça se passe pas bien pour lui, ça me donne un supplément d'âme. Mais là, j'ai pas du tout eu ça parce que j'étais moi-même pas dans un état correct. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe si moi-même, au bout de 10 bornes, ça le fait pas, quoi. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Qu'est-ce qui va se passer pour voilà, tout ce qu'on avait investi, quoi. C'est toujours pareil, hein. Donc ça, c'est surtout, tu penses à ça, mais tout de suite, la pensée, il faut qu'elle vienne de côté pour pas que ça vienne t'envahir et que tu te remets focus dans ta course. Et ça, j'arrive maintenant bien à le faire. Donc voilà, ça a été un petit coup dur, mais je me suis bien remobilisée derrière pour faire ce que je savais faire et puis gérer les 2, 3 aléas que j'avais à gérer, quoi. Donc ça, c'était un début de course un peu chahuté, fait plein d'imprévus Oh là là, finalement ouais. assez tôt dans la course. Comment s'est passée ta nuit et puis le reste de ta nuit et puis à Mafat, on peut le dire, c'est une nouvelle course qui a démarré pour toi. Qu'est-ce qui a été différent? Qu'est-ce que tu as réussi à bien enclencher, à bien gérer toi aussi sur cette partie-là dans le cirque de Mafat? Eh ben, à Marabout, je fais un ravitaillement kata puisqu'en fait, je vomis tout mon ravitaillement. Je repars encore dans un état de confiance limite, mais je connaissais les écarts, donc je savais que si jamais j'avais vraiment besoin de temporiser encore, je pouvais encore ralentir. Et je fais une montée de Kervegen vraiment prudente. En plus, j'aime pas trop cette partie-là parce que c'est des pierres un peu particulières, c'était boueux, ça glissait. J'avais fait un changement de chaussure à ce moment-là parce que je me sentais forcément musculairement. Je me suis dit qu'une chaussure avec plus d'amorti, ça allait être pas mal. Et là, j'ai retrouvé des coureurs vraiment très sympathiques dans la moitié de la montée de Kervegen. Ça m'a vraiment relancé. Ça m'a fait du bien mentalement de pouvoir échanger, de voir qu'on était tous aussi quand même déjà un petit peu impactés sur ce début de course qui était quand même pas très agréable. On échangeait un petit peu sur le parcours, sur la suite. Et moi, j'attendais qu'une chose, c'était la bascule et le lever du soleil. La diag, quand même, la chance, c'est d'avoir 2 levées de soleil. J'en ai vécu. Le premier, il était incroyable. C'était sur le volcan, sur le piton, sur la montée du piton des neiges. En fait, on voyait la brume sur le bas avec les espèces de forêts dans le Kervegen qui est très basse. Et on a en fait accès à tout le cirque de Salazie. Et un lever de soleil avec une journée qui s'annonçait quand même une belle journée. Et c'était splendide. Et ça m'a vraiment fait du bien. Même si j'étais encore un peu dans un état un peu second, un peu malmené au niveau du ventre et au niveau de mon mollet qui commençait à compenser au niveau du genou droit. La montée m'a fait du bien, les gens que j'ai retrouvés m'ont fait du bien, j'ai fait des super rencontres. Et la descente du bloc, j'ai réussi à trouver une espèce de posture. J'ai beaucoup réfléchi, beaucoup analysé ma foulée, mes pieds. En fait, j'étais très concentrée à ce moment-là pour déjà pas faire de chute, mais surtout trouver quelque chose qui puisse me permettre de partir dans ma fat en étant sereine, confiante. Puisque là, l'envie était revenue et le ventre j'avais pu commencer à me réalimenter. Bon, c'est long quand même, 22h, 7h du mat sans vraiment manger quelque chose, s'alimenter, c'est long. Mais j'avais quand même une énergie qui était quand même présente. Je me suis pas sentie en défaut énergétique. Je fais plutôt une bonne descente jusqu'à Sillaos. Et là, à Sillaos, c'était une ambiance de folie. Je me sentais beaucoup mieux. Je sentais mon mollet, mais ça n'avait pas accentué au niveau de la douleur. J'étais toujours sur des 4, 5 au niveau ressenti. Donc c'était relativement confortable. Et là, j'ai fait un ravitaillement avec quelques sushis, mes produits. Je me suis ravitaillée en produits NAC, je suis repartie. J'ai pas fait un ravitaillement très, très long, mais j'avais besoin quand même de récupérer de l'énergie de mon entourage et aussi manger un peu, quoi. Parce qu'en plus, il était l'heure du petit déjeuner, ça tombait bien, un petit café, ça repart.
Et j'ai Café sushi attaqué au petit-déj, parfait. café sushi. Ouais, exactement. Un petit morceau de gâteau patate quand même pour le plaisir. Non, j'ai mangé avec parcimonie, mais ça allait quand même mieux pour pouvoir ingurgiter quelque chose. J'en avais besoin. Et là, j'ai démarré la montée du Tailbit dans vraiment une grosse envie. Et je savais que ma fat m'attendait et j'allais me régaler. Donc, ça y est, C'est tout vraiment ce que j'allais était... dire, c'est que cette envie, là, on l'aperçoit, là, tu l'as évoqué au début de notre échange, mais ça se perçoit encore dans l'énergie là, que tu mets dans la façon dont tu racontes ta course. Est-ce que tu as déjà eu le sentiment d'avoir autant même... il y a eu l'avant, où tu avais formulé ce désir-là de courir la course pleinement, mais là, d'être dedans, on ressent que même les coups durs, en fait, ils ont glissé sur toi parce que tu étais à l'endroit où tu devais être et que tu avais envie de vivre pleinement ce moment-là, quoi. Ça se sent... ça a été une constante, finalement, ça, tout au long de ta course. Bah, c'est ça, complètement. Et puis, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que moi, j'avais jamais fait un début de course mauvais. J'avais jamais eu ce scénario où t'es pas dans l'attente de l'activation, comme il peut y avoir des fois sur les ultras, où t'attends que ça s'active, t'attends 1 heure et demie, 2 heures de te mettre dedans. Là, c'était pas ça. Là, c'était carrément mauvais au début. Pas dans ce que j'attendais en termes de sensations. Les jambes court-circuitées par tous les petits soucis que j'avais. Et puis là, je retrouve des jambes au 80e kilomètre et j'étais dans un état, enfin, j'ai l'impression d'avoir fait 10 bornes, quoi. D'ailleurs, c'est un petit peu D'euphorie ce que m'ont presque. dit c'est ce que me disaient les habitants dans ma fat. Ils disaient, mais en fait, tu viens de partir, c'est pas possible. En fait, je dévalais. Là, j'étais vraiment super bien, quoi. Donc, et puis, bah, voilà, j'ai passé aussi une partie de la reconnaissance dans ma fat. Donc, il y avait des gens qui m'avaient croisé, qui étaient là, qui couraient des bouts avec moi. Les ravitaillements de l'organisation faite par le DAF où ils étaient en feu, quoi. Et donc, je savais que j'allais faire une bonne session, une bonne partie, mais surtout que j'allais être enfin dans le plaisir et dans l'effervescence que j'attendais depuis, déjà, quasiment, je l'ai attendu toute l'année, en fait, ce plaisir Ta de dévaler un petit récompense. peu ces sentiers. Ouais, c'est ça, c'était la récompense, en fait, ouais. Est-ce que tu regardes les écarts? Est-ce que ça contribue aussi, ta position, le fait que tu sois devant? Est-ce que ça te met dans des dispositions aussi, ça amplifie cette espèce de bien-être et de sérénité finalement, malgré la complexité du début de course? Bah, c'est vrai que j'ai pas du tout demandé les écarts jusqu'à Sillaos, parce que, de toute façon, vu que je me sentais pas bien, je voulais pas me faire peur, entre guillemets, puis je savais que le parcours, que c'était long. Et puis je connais Marilyn aussi, hein, je sais que Marilyn, elle lâche jamais et que c'est quelqu'un, voilà, le profil de la course lui va très, très bien. Je savais que j'avais un écart quand même relatif, mais qu'il fallait pas avoir de défaillance. Donc, là, je voulais juste, un petit peu, voilà, lire ma partition, me régaler et pas trop être dans la compétition sur cette partie-là. Mais quand même, à chaque ravito, je demandais juste un petit peu où ça en était, savoir si je creusais, si je maintenais. Et il s'avère que j'ai vraiment creusé dans ma fat. Donc, en fait, je pouvais vraiment me régaler sans trop me préoccuper sur l'arrière et puis et me préoccuper sur la suite aussi. Parce que le problème, c'est que quand tu commences à demander des écarts, que tu sais que ça revient et que toi, tu es dans une phase de bien, tu sais qu'il y aura un moins bien après et du coup, tu anticipes un petit peu l'échec. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu peux aussi te mettre dans un mauvais mood alors que tu es là en pleine possession de tes moyens, que tu prends beaucoup de plaisir parce que tu as des infos sur l'arrière et que ça te projette sur, au moment où ça ira moins bien, ça va être compliqué. Et je voulais absolument pas être là-dedans. Je voulais juste profiter et faire ce que je savais faire et voilà, aller reprendre petit à petit. Voilà, j'étais un peu en mission, en fait. Je voulais récupérer Antoine et Eric dans ma fête parce qu'on m'annonçait à Marla qu'ils étaient à une vingtaine de minutes. Et en fait, moi, c'est des copains à mes parents et c'est devenu des bons copains. Donc, je m'étais dit, allez, tu les récupères. Ça veut dire que si tu les récupères sans te mettre en étant dans l'économie, c'est que tu fais un bon passage dans ma fat. Et surtout, tu pourras profiter de faire un bout avec du monde parce que, mine de rien, on passe quand même pas mal de temps tout seul aussi, hein. Donc Mafat, on l'a compris, c'est très bien passé. Est-ce que tu peux nous raconter ensuite la sortie de Mafat et ce qui t'attendait après? Ça a été un petit peu plus difficile, ce qui est assez logique. Alors, quand même, sortie de ma fat, je parle juste quand même de la spécificité du Maïdo, puisque quand même, quand tu passes horaire, tu as des petits coups de cul, des bonnes descentes bien techniques qui sont pas longues et des bonnes montées, des petits radars qui sont pas longs non plus. Tu prends à peu près, je dirais, 400, 500 avant d'attaquer le bas du Maïdo. Et là, le bas du Maïdo, moi, je l'avais découpé en 3 étapes. Pourquoi? Parce que moi, j'arrive toujours à grimper quoi qu'il arrive, mais là, n'empêche que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre au niveau des conditions météo.
Ils avaient eu très très chaud l'année dernière dans ma FAD, donc j'avais quand même très peur d'être dans les heures. Tu vois, je suis arrivée vers 14h30, 15h, donc forcément, je pouvais être dans le moment le plus chaud de la journée, donc euh, je m'étais vraiment préparée un petit peu à souffrir un petit peu dans le Maïdo, alors que d'habitude, c'est pas dans ce type de profil-là que je souffre, mais il faut savoir qu'il y a quand même 2000 mètres de dénivelé positif. Donc, en fait, 1700 du bas du Maïdo. Donc, j'avais découpé bas du Maïdo, îlet des Orangers, où là, on avait un ravitaillement de l'organisation dans un petit village, un tout petit îlet avec, voilà, assez rudimentaire, mais avec, voilà, encore une fois, une ambiance et une effervescence de fou. Donc, quoi de mieux pour se rebooster, pour attaquer la suite. La brèche. Donc, la brèche, c'est vraiment la bascule quand on peut aller du côté de Rocheplate, d'Audane et tout, au-dessus des canalisations. Et après, il y a quand même encore une grosse partie qui est longue pour aller jusqu'au-dessus du Maïdo avec des moments très raides et puis aussi des moments un petit peu enlacés, des moments un petit peu en balcon. C'est interminable. Donc là, j'ai fait cette partie-là, voilà, je l'ai découpée. J'ai eu un petit coup de moins bien en fait en arrivant, en pointant, en basculant au-dessus du Maïdo. Et là, il y avait un monde et en fait, j'ai basculé pile poil, que je m'étais dit, pile poil à l'entrée de la nuit. Ah, ça, c'était. Non, mais le plan, excellent. Hein. Enfin, c'est que dans ma tête, je m'étais dit, tiens, là, t'es quand même en avance un petit peu sur tes temps. Il faut que tu arrives au-dessus du Maïdo sans avoir mis la frontale. C'était ma petite carotte, quoi. Bien Donc, joué. je m'étais quand même mise sur un rythme, quand même, montée du Maïdo, voilà, un certain rythme, sans aller trop loin, bien entendu. Sans te Hein. compromettre. Mais je bascule et en fait, c'était voilà, le départ de la nuit. Donc là, changement pour la nuit, changement d'habit, changement de frontale. Alex qui était là pour me faire l'assistance. Et là, je retrouve Antoine Guillon, qui était quand même pas très, très bien. Donc, je me suis aussi rendu compte que là, à tout niveau, tout le monde avait quand même été bien entamé et avait quand même subi un petit peu cette montée, plus que le passage peut-être dans ma fat, mais cette montée qui était quand même relativement, qui ne laisse pas de répit à l'organisme, j'ai envie de dire, quoi. Et là, l'autre difficulté, c'est la sortie de ma fat réellement, c'est la descente à Ide Savannah où il y a 17 km de descente. Quand tu viens de te faire 2000 de D+, voilà, montée, descente, l'excentrique, concentrique, c'est quand même vraiment particulier. Et surtout, bah, tu bascules dans la deuxième nuit. Donc, la fatigue centrale qui se fait, voilà, tu as quelques petits passages de crête au début où tu relances. Moi, j'ai adoré cette partie-là. J'étais encore bien j'étais encore en bonne coureuse, j'avais pas le mollet qui m'embêtait trop. Je montais bien les bosses en courant. Enfin, franchement, 120 km, mais j'étais encore en super état de forme, quoi. Et par contre, la phase descendante, toute la première partie, c'était vraiment du régal, puisqu'en fait, on arrivait dans les hauteurs de Sans Souci, on voyait la mer au loin, et là, c'était, tiens, ça y est, on arrive pas au bout, parce qu'il reste encore l'équivalent d'un marathon d'une 50aine de kilomètres, mais ça y est, on commence à voir la possession de loin, la nuit, et en plus, c'était une nuit étoilée, donc c'était quand même relativement chouette. Étoilée, n'importe quoi. Une nuit qui était couverte, mais en fait, je voyais quand même les habitations au loin. Enfin, on voyait des lumières au loin. C'était quand même pas complètement puré de poids comme on a pu avoir en fait sur la fin de course, quoi. Donc là, c'était encore relativement agréable au niveau des conditions. La descente, beaucoup de marches, mais moins technique que dans ma fat. Donc en fait, il fallait dérouler un petit peu sans trop perdre euh, au niveau musculaire. Il fallait juste gérer un petit peu son allure pour pas arriver fracassé en bas, quoi. Donc là, j'ai plutôt bien géré cette partie-là. Par contre, les 6 km avant Ide Savannah, c'est du bitume qui continue à descendre, hein, toujours. Hein. Mais là, j'ai vraiment ressenti au bout de 2-3 km de bitume la douleur au mollet, la compensation au niveau du genou, et j'ai vraiment réduit à nouveau l'allure pour arriver au ravitaillement en pouvant, voilà, en gérant, quoi, pour pas que la douleur, elle augmente plus que ce que ça n'était, parce que là, j'ai commencé à dépasser un petit peu les seuils de tolérance, d'acceptation de ce que je m'étais dit avant, quoi. Donc, j'arrive à nouveau pas très confiante au ravitaillement, mais je savais que ça irait au bout et je savais que j'aurais aucun souci à gérer la suite, puisque la suite, il y a quand même des gros passages techniques. Ça ne fait pas que courir jusqu'à la fin, tu vois. Là, je savais que probablement, vu la fin de la descente, je savais que Marilyn, si elle était bien, elle m'aurait pris un peu de temps. J'avais évalué à 2-3 minutes sur cette phase-là, sur la fin de la descente, puisqu'en fait, je pouvais plus du tout relancer normalement sur la partie plate. Et en fait, c'est vraiment dans ces parties-là où si tu n'arrives plus à courir,
parce que tu as un pépin ou parce que c'est là où tu repères beaucoup de temps, quoi. C'est pas sur la suite dans les portions techniques où tu perds tant de temps que ça. En fait, c'est sur les parties où justement ça déroule, ça court et que toi, bah, t'as un souci ou t'as plus la capacité de courir. Donc là, je m'attendais à ce qu'elle reprenne du temps, un petit peu. On m'a annoncé à 1h07 au-dessus du Maïdo et elle avait repris en effet de 3 minutes, hein, exactement ce que je m'étais dit sur la fin de la descente, quoi. Donc je me suis pas trop préoccupée de Pas ça. inquiété plus que Et ça. là, une troisième course commence pour moi. J'arrive à Ille Savannah, j'avais récupéré Eric qui était un petit peu en difficulté sur les parties techniques et sur cette longue descente. Par contre, Eric, on connaît sa force mentale et on connaît aussi ses très bonnes capacités de coureur sur route. Donc moi, il m'a carrément tiré en fait jusqu'à Ille Savannah où voilà, on s'était mis dans un mode où on était avec 2-3 autres coureurs et on essayait tant que possible de rallier le ravito pour faire une bonne pause. Hein. C'était un petit peu mutuellement entraidé. C'est ça, hein, la magie de la Diag aussi. Hein. C'est l'entraide. Hein. Et en fait, avec Eric, arrivé au ravito, on était tellement un petit peu les deux. Lui avait ses problématiques, moi j'avais mes problématiques. On a fait une alliance en repartant ensemble et en se disant, bah voilà, on va un petit peu s'aider mutuellement, mais sur voilà, sans aller chercher la transcendance, quoi. En fait, on s'était dit, on fait une fin sécure. On savait qu'il annonçait un temps vraiment compliqué pour la suite. Bon, là, on avait une petite brune, là, pour te dire. Un peu de pluie, un peu de brune. C'était pas méchant, mais on savait qu'il annonçait des passages très compliqués. Sur les coureurs qui étaient passés devant, il y avait beaucoup de boue. Sur le chemin des Anglais, c'était très glissant. La montée du Colorado, le passage Cala, le passage Ratino, c'était vraiment compliqué. Donc, en fait, on s'est dit, bah là, on assure le coup en restant les deux. Autant que possible, tant qu'on est sur un rythme où on arrive quand même plutôt à être ensemble, c'est très bien. Donc lui, sur les parties plates, il trottait devant, il me tirait, et puis moi, sur les parties montantes et descendantes, voilà, je le tirais parce que il était quand même un petit peu moins bien sur ces parties-là. Et on a fait ces passages-là en s'entraidant. Ça a été vraiment un super bon moment avec lui, parce qu'Eric, il est quand même, c'est quand même vraiment quelqu'un de très agréable, avec lequel on peut parler de tout. Pas forcément de la compétition, on arrive à parler un peu de tout, de rien, d'oublier un petit peu la douleur, d'oublier un petit peu la monotonie, puisque là, mine de rien, ça fait quand même 24, 25, 26 heures qu'on court. On en avait un peu marre, je t'avoue. Et surtout, les passages compliqués, techniques, où tu as envie de tout relier bouler, où tu te dis, mais c'est pas possible, pourquoi ils nous font passer par là, mais c'est pas croyable, où tu évolues à 3 km/h. En fait, ils sont plutôt bien passés. J'aurais été toute seule là-dedans, je t'avoue que compliqué, hein. J'aurais mis la musique, j'aurais mis des podcasts, je sais pas ce que j'aurais fait, mais j'aurais été dans l'évitement complet de mes ressentis. Et là, c'est en fait relativement bien passé. Par contre, la fin a été plus longue que prévu. Conditions compliquées, conditions de boue, conditions de pluie. Pas simple l'affaire, mais voilà, on est allé au bout avec voilà cette alliance, comme je t'ai dit. Et puis il y a eu, on a repris quelques coureurs. Quelques coureurs sont revenus à l'arrière. On fait quand même des beaux passages et nous ont repassé. Il y a eu un ou deux gars qui nous ont doublés là, mais c'est vrai que c'était et on était tout le temps dans l'entraide, hein, à les encourager. Eux nous encourageaient. Enfin, tu vis ça que sur la Diag avec un tel niveau de performance avec des coureurs qui étaient des très bons coureurs. On est voilà, on est vraiment les uns après les autres, qu'on sait ce qu'on vit et c'est quand même du soutien qui est cher, quoi. Cette arrivée à la Redoute, là, j'imagine que tu l'avais en tête, tu l'avais imaginé. Voilà, comment tu l'as ressenti, comment tu as vécu ce moment? Est-ce que c'était de l'euphorie ou tu étais aussi écrasé par l'épuisement? Voilà, on sait combien cette course est difficile. Est-ce que tu arrives à t'élever au-delà de la douleur pour savourer cette arrivée? C'est le petit matin. Alors, l'arrivée à la Redoute, je t'avoue que c'était incroyable le lever de soleil sur Saint-Denis. Le dernier lever de soleil que j'avais vu, c'était au volcan. Et là, me retrouver sur le lever de soleil 24 heures après à Saint-Denis, à l'arrivée, à 10 minutes de l'arrivée. Ce sens du timing, Manon, bravo. Non, mais c'était dingue. Et là, pour le coup, incroyable. Il faisait super beau. Donc ça, c'était cool. Et avec Eric, je lui disais, mais regarde, mais c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on vit. On va arriver et on va couper la frontale sur la ligne, quoi. Enfin, c'était fou. Même si dans ma tête, je me suis dit, c'est 5 heures du mat, mais t'as mis ta vie à passer cette fin, quoi. Enfin, c'était interminable. On en avait vraiment marre. On en avait plein les basques. La montée du Colorado nous avait vraiment énervés, un petit peu agacés. Et moi, il me parlait qu'une chose, c'était de passer la ligne parce que là, j'avais quand même des douleurs
de la souffrance assez importante, je t'avoue. Aux alentours des 8 sur 10, 9 sur 10, quoi. Et là, je commençais vraiment à avoir aussi une grosse baisse d'énergie parce que là, ça faisait un petit moment que je pouvais plus du tout m'alimenter et boire. Je passe la ligne. Alors, Eric, en toute grande classe, il voulait absolument pas passer la ligne avec moi parce que il y avait les journalistes et tout. Donc, il a attendu que je passe pour passer. Enfin bref, c'était alors que je voulais absolument qu'on passe la ligne des deux. Bref, Très élégant. élégant. Ouais, vraiment la classe. Enfin, franchement, c'est un grand bonhomme. J'ai vu que tu le cherchais sur la vidéo Ouais, d'arrivée, j'étais effectivement, tu le derrière regardais à derrière. chercher Un moment. Ouais, Et ouais, tu vois. j'étais un petit peu déphasée, je t'avoue. J'étais tellement soulagée de passer cette ligne et de m'arrêter. Parce que j'avais tellement mal à ce genou et à ce mollet que ça en devenait invivable. De retrouver mes proches. Ludo, il était en pleurs. Donc ça, c'était quand même... Moi, j'avais pas les mêmes émotions parce qu'en fait, j'avais... On le comprend. Ouais, il était ému et moi, j'étais émue, mais d'une autre façon, si tu veux. Et après, voilà, il y a eu un petit moment avec les journalistes. Ils m'ont fait monter sur scène et expliquer un petit peu ma course, mais j'avais tout juste analysé. Enfin, j'étais encore un petit peu sous le choc. Pas du tout intégré que j'avais gagné. Hein. Là, vraiment, j'étais à des années de ça. Et par contre, là, j'ai eu un petit moment compliqué, c'est que mon père est monté, il y avait de l'émotion, il faisait chaud, j'étais debout et en fait, j'ai fait un malaise pendant un sacré moment sur scène. Donc voilà, la boire, elle a un petit peu calanché. Là, j'ai un petit peu fait le spectacle, encore une fois. Et là, je me suis retrouvée, pour la petite histoire, à aller au contrôle antidopage 2 heures après, dans un fauteuil roulant, avec Alexandre qui m'accompagnait sur le contrôle parce que Mamie j'étais... Manon. Ah non, mais complètement. Mais là, c'était vraiment ridicule. Mais j'étais dans un état de déshydratation et puis j'étais au bout, quoi, de fatigue. Voilà. Donc, une fin un petit peu houleuse. Mais vraiment, ouais, une très belle fin, le stade de Mais l'Arbitre quand heureuse. même. Tu arrives dans un stade qui est populaire. C'est vraiment pas le gros stade avec la grosse arche. Ça fait vraiment très course un petit peu de quartier, course populaire. Et ça, j'aime bien, moi. J'aime bien. Il y avait du monde à mon arrivée, mais pas tant que C'est très ça. plaisant, ouais, c'est Ouais, c'était inhabituel. un petit peu intimiste et j'aime beaucoup cette ambiance-là. Tu as parlé de rêves qui se réalisent, c'est ça que tu as ressenti, Gagner cette Diac, c'était un rêve pour toi? Bah de la courir, de la boucler et de la boucler en plus avec autant d'aléas et avec cette gestion, parce que là, quand même, je crois que j'ai jamais dit ça de ma vie, mais je suis fière de ma gestion sur cette course, dans le sens où j'ai quand même vécu des moments vraiment de doute compliqués. J'ai jamais lâché. J'ai même jamais lâché au niveau compétition, puisque même dans ces moments de douleur, je continuais à rester dans le je veux gagner, parce que je savais que j'étais devant depuis le début. Et là, je rentrais dans je veux gagner. Je veux pas perdre ma place. Et j'ai jamais été dans ce mood-là, moi. Donc, c'est vrai que je suis très fière de ça. Après, c'est sûr que je suis pas forcément... voilà, le combo, je peux pas dire que j'en suis fière, entre guillemets. C'était une expérience. J'avais coché ça. Je ne referai jamais ça. D'ailleurs, je pense que plus de 100 miles par an, c'est trop. En tout cas, c'est trop pour moi. Pour ma santé, pour mon physique, en vue de mon année, c'était trop. Mais voilà, je suis allée au bout du projet, j'ai pas lâché. Et en plus de ça, je finis la saison qui était, il faut dire, compliquée, qui a mal démarré sur une bonne note, et un sentiment d'accomplissement et de fierté que j'ai cherché toute la saison. Alors que l'année dernière, j'ai fait des courses pleines, même des petites courses, je les faisais avec une certaine... Enfin, j'étais vraiment en super forme et je pense que bah, voilà, des saisons comme ça, ça laisse forcément place à des saisons plus compliquées. Et là, j'arrive quand même à finir une saison compliquée sur une bonne note et gagner un monument. Je pense que c'est pas rien. Même si, comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, la densité faisait que la gagne, ça reste pour moi anecdotique, mais quand même, il fallait aller la chercher avec des semaines en amont de, de, de travail et aussi avec un UTMB dans les pattes, voilà, et d'interrogations, beaucoup d'interrogations. Donc voilà, je suis fière de ça et j'espère que ce récit pourra vraiment aider à d'autres parce que une Manon comblée. Ouais, une Manon comblée. Et je pense que j'ai pas... Et toi, ça va t'aider, tu penses, cette victoire-là aussi, elle va consolider ta confiance pour la suite? Ouais, c'est un marqueur fort aussi pour toi sur la façon dont tu vas gérer l'avenir? Ouais, c'est ça. Je me raccroche un petit peu à ce que mentalement je peux vivre. La patience, qui est mon plus gros défaut, bah,
cette résilience qui est ma qualité, mais cette patience des fois où je m'agace, où il y a une monotonie qui se crée, où je me sens plus dans le plaisir de la course. En fait, tout ça, je me rends compte que ça peut revenir. Je me rends compte qu'avec l'expérience, les ultras, c'est ça aussi. Et en fait, tu vas chercher autre chose dans les ultras. Donc, je pense qu'il en faut pour tout. Moi, j'ai pas envie de faire que ça. J'ai vraiment besoin de faire encore des courses courtes, des 40, 50, 60 km parce que j'aime la vitesse. J'adore les 100 km, les 120 km où là, je pense que je suis vraiment dans des profils de course qui me vont très bien. Mais le 100 miles, c'est aussi quelque chose que j'apprécie à d'autres niveaux. Mais je veux pas me spécialiser là-dedans. Je veux juste pouvoir le faire, en faire un par an, des grandes courses, prendre part à des grands événements comme ça qui me font rêver et profiter. Et bien les préparer aussi en amont parce que là, pour le coup, je me rends compte à quel point la préparation, elle est clé. Mais quand je dis la préparation, c'est pas tant l'entraînement, c'est la récupération parce que c'est vraiment ça qui me manque dans tout ce Tetris d'expérience d'ultra sur les années. Je vois quand même maintenant quelques années défiler et c'est vraiment la récupération qui me manque pour pouvoir faire des courses pleines et à mon niveau. J'espère pouvoir recourir l'année prochaine à mon niveau parce que cette année, j'ai quand même connu un niveau en dessous de ce que je suis capable. Je le sais, je le sens. Donc, j'espère vraiment faire le plein d'énergie et revenir à mon meilleur niveau dans les mois et dans l'année à venir parce que j'ai encore des beaux projets pour l'année prochaine et l'année d'après. Un petit mot juste, Manon, sur le classement. Donc, tu as fini devant Marilyn Nakache, qui est un petit peu plus d'une heure derrière toi. Et ensuite, Pauline Gradel, qui est sur le podium, la Parisienne, voilà, qui aussi boucle ce très joli podium. Sissi termine, elle, 6e de la course, Sissi Cusso. 2 questions sur la diagonale, avant de parler d'avenir très rapidement, Manon. Qu'est-ce qui a été fidèle à ce que tu imaginais, puis qu'est-ce qui a été très différent de ce que tu pensais vivre avec cette diag? Fidèle à ce que j'imaginais, l'ambiance et la chaleur humaine. C'était dingue. En fait, l'organisation, les bénévoles, c'est ce qu'ils mettent comme énergie tout le long des 2 nuits. Enfin, je me demandais comment c'était possible qu'ils tiennent comme ça. Et eux se disaient, oh, vous êtes incroyables, ça fait des heures que vous courez. Ouais, mais moi, j'avais envie de leur dire, mais vous avez vu dans quel état de motivation et d'euphorie vous nous mettez. Enfin, vous êtes incroyables, quoi. Et dans ma fat, de vivre, de partager des kilomètres avec des habitants, avec des Massatais, avec les Réunionnais qui venaient nous faire, qui venaient nous voir, qui venaient nous faire l'assistance, et même les touristes qui étaient là. Enfin, chaleur humaine, c'était vraiment fidèle à ce que j'attendais. L'après-course, l'avant-course, il y a des soirées qui sont organisées pour les coureurs. Il y a des moments forts, il y a des temps de convivialité. Moi, c'est tout ce que je recherche dans le trail et je trouve que des fois, c'est un petit peu trop cadré. Et là, c'était vraiment aussi chaleureux que des petites organisations, très intimistes, alors que ça fait partie des grands monuments du trail. Donc ça, c'était fidèle à ce que j'attendais, quoi. Est-ce qui a été différent? Il y a notamment, enfin, tu t'attendais peut-être à ça, mais j'ai cru comprendre que c'était la course la plus difficile que tu as eu à faire jusqu'à maintenant. Ça, peut-être que tu t'y attendais. Est-ce que déjà tu confirmes cette idée-là? Et puis voilà, est-ce qu'il y a des choses qui ont été malgré tout inattendues dans ce que tu as pu vivre, que tu projetais pas de cette façon-là en tout cas? La course difficile dans le sens longueur. En fait, c'est vraiment ça, parce que moi, la technicité, je m'y attendais. C'est la 4e fois que j'allais à La Réunion. C'est des parcours, des terrains que j'adore. Moi, plus c'est difficile, plus je m'y retrouve. Mais par contre, c'est la longueur de la course qui fait que rien n'est jamais joué. Faut vraiment pas se faire de plan à l'avance. Faut vraiment être humble avec le parcours, parce qu'en fait, il y a une exigence jusqu'au bout. Tu as des passages de course au début, comme j'ai raconté, 40-50 km où ça court, où tu te dis, mais en fait, on est à La Réunion, là. Mais quand est-ce qu'arrive le technique? Après, tu as un gros passage dans ma fat où je sais que les organismes souffrent, mais voilà, moi, je me suis régalée, mais là, il y a quand même des petits pièges. Un nouveau passage assez long où ça court, et là, on est quand même bien impacté au niveau des organismes. Une fin très technique avec des passages très spécifiques. Le chemin des Anglais, la Cala, Ratino, c'est des choses qui sont très... c'est des choses qui font peur aux coureurs. Quand tu parles à des Réunionnais ou en tout cas à des coureurs qui préparent ou qui ont fait la diag, ils te parlent de ces passages-là de la fin. Et en fait, il fallait vraiment le vivre pour le comprendre, parce que moi, en reconnaissant, j'ai fait la Cala, j'ai fait chemin des Anglais, je me disais, oui, bon, alors faut se projeter après 150 km, mais alors avec l'état de fatigue dans lequel t'es, avec une 2e nuit dans les pattes et tout, il faut vraiment être bien accroché et puis pas s'agacer et puis
voilà, et savoir pourquoi tu le fais, pourquoi tu es là, parce que sinon tu mets le clignotant assez vite, je pense. Donc ça, voilà, ça c'était différent. Et aussi, moi, ce que j'ai trouvé assez incroyable, c'est qu'à aucun moment, je me suis dit, là, c'est trop dur, j'ai envie d'arrêter alors que, à aucun moment, j'ai été là-dedans, alors que j'ai quand même eu des hauts, des bas. Mais des fois, dans les courses, l'abandon, elle vient un petit peu te court-circuiter, elle vient te dire que, ben, quand même, il reste encore ça, et puis t'es quand même malmené, puis à quoi bon faire tout ça, puis là, t'es quand même blessé. Alors, je savais que j'étais blessée, je savais que c'était difficile, je savais qu'il en restait, je savais que rien n'était gagné, mais à aucun moment, je me suis dit, ça serait plus facile parce que ça, c'est ton esprit qui te le dit. Et en fait, depuis l'UTMB, j'ai jamais eu ces moments un petit peu d'envie, en tout cas, de s'arrêter, qui a pu m'arriver, en fait, sur certaines autres courses. C'est d'aller au bout et d'être fier de ça, et malgré les difficultés. Donc, ouais, assez étonnée de pas avoir eu ces coups de mou mentaux à vouloir, à un moment donné, couper fin à la douleur, quoi, à la souffrance. Ton sentiment, Manon, sur la course de Mathieu Blanchard, qui a fait une performance remarquable en 23h25, il a emporté sur la Diag. Vous étiez occupés, tous les deux, vous étiez sur le même chantier en même temps. Donc voilà, qu'est-ce que toi, tu penses de sa perf Franchement, et non mais franchement, quand j'ai su son chrono à l'arrivée, je me demandais comment c'était possible. Franchement, et même Jean-Philippe Bien Tchoumi, sûr, ouais. 24 heures et 24h08, quelques, ouais. et des bananes là, Mhm. c'est incroyable de mettre un temps pareil en vue du chantier et de la longueur de la course. Alors après, ce que j'ai su aussi après coup, c'est qu'ils n'ont pas eu la fin qu'on a eu au niveau problématique, au niveau de la boue et tout. Donc, mais même, enfin, parce que là, nous, on a perdu, allez, globalement, je pense qu'on perd 3 bons quarts d'heure, comme ça de tête, en vue des difficultés un petit peu de la fin. Donc, je pense que tout le monde perdait un petit peu de temps, en fonction de l'heure à laquelle il passait, avec la pluie, et puis voilà, le fait qu'il y ait aussi des concurrents. Il y avait la Zambrocade, il y avait d'autres courses aussi qui passaient devant. Donc, en fait, le sentier est devenu vraiment des champs de boue, et il fallait être deux des fois pour passer des passages. Donc, je sais que Mathieu a pas eu, les premiers n'ont pas eu ces sentiers-là, mais quand même, la perte de Mathieu, mais elle est incroyable. Surtout en vue de... Je pense qu'il était détaché un petit peu de ça, et du coup, il nous sort une course exceptionnelle, parce que, en plus, Mathieu, moi, je le sais fort sur ce terrain-là. Donc, zéro pépin. Je pense que là, quand tu fais ce chrono-là, c'est que t'as forcément aucune problématique majeure. Enfin, j'imagine, parce que sinon, je vois pas Il aurait comment fait tu peux 19h sinon. faire 23 heures. Non, mais oui, non, mais c'est... Après, il disait à peu près 4 heures de plus qu'à l'UTMB. Donc, en fait, il est à peu près là-dedans. Enfin, ils estimaient à 3h30, 4 heures de plus qu'à l'UTMB. Oui, donc je pense qu'il fait une course à son niveau. Mais quand même, voilà, arrivé voilà, plusieurs heures après lui, je me suis dit, punaise, on n'a pas fait la même course. Hein, voilà. Bon, après, moi, j'étais moins challengée, donc forcément, tu prends moins de risques et tout, mais quand même, ouais, chapeau bas Mathieu, chapeau bas les garçons là devant, parce que ça court vraiment vite, et c'est un autre monde. Et voilà, on voit que le trail se professionnalise, parce que pour atteindre des chronos comme ça, je vois pas comment tu peux faire autrement. Après, voilà, gros big up à Jean-Marie Thévenard, Bien parce sûr, que ouais. Jean-Marie, 9e. il fait une 9e place, il fait un temps 28 canon. heures, ouais. Voilà, et franchement, c'est un petit peu le baroudeur, l'outsider de ce top 10 Diag, et franchement, un grand bravo à lui aussi, parce que c'est un bon copain, et là, il a sorti quand Il a même sorti une une grande sacrée course, ouais. perf, quoi. Ouais. Bravo Mathieu, et Jean-Philippe Tchoumi aussi qui est toujours là, Ben Diman qui complète le podium, il y a aussi Martin Incroyable. Kern, Diego dont tu parlais Ouais, tout à ouais. l'heure, Judicaël Sautron qui est le premier réunionnais qui a fini lui 7e. Enfin, voilà, la densité était assez stupéfiante, et tout le monde a quand même bien tenu la barre globalement. Malheureusement, Aurélien et Germain ont dû abandonner, mais voilà, ça fait en tout cas un joli palmarès cette année, puis on les espère tous les deux là l'année prochaine pour livrer la bataille qu'on espère pour 2025. Il va y avoir encore des belles passes d'armes en perspective là. Vu les noms qui se dessinent, j'ai l'impression que ça va être une grande édition encore. Maintenant, je vais te libérer. Merci pour ton temps. J'ai une dernière question quand même. Tu as parlé un tout petit peu d'avenir. Est-ce que des grosses aspirations pour l'année prochaine, elle est d'ordre tricolore pour toi? Alors, c'est un petit peu tôt encore pour répondre à ça. Ça va dépendre vraiment du calendrier, en fait. Je suis pas sûre de remettre le maillot. Pour être assez franche, je vois aussi le vivier français et le niveau français augmenter fortement.
Je dis pas que j'ai pas ma place, hein, mais il faut quand même au final focaliser du coup sa saison là-dessus pour pouvoir être en pleine possession de ses moyens lors des sélections et lors des mondiaux. Et moi, je suis quand même un petit peu, voilà, mon cœur balance avec d'autres courses qui me font rêver. J'ai 33 ans, alors oui, je suis jeune, j'ai encore des belles années devant moi, mais j'ai aussi envie, à un moment donné, de fonder une famille, comme voilà certaines copines qui ont déjà passé le pas là. Je me laisse encore 2-3 ans un petit peu de compétition parce qu'en fait, je vibre encore de ça et j'ai encore une grosse envie de courir là sur les prochaines années. Mais voilà, le maillot, je ne sais pas. En fait, j'aimerais bien tenter ma chance sur la Hard Rock. Ça fait partie des courses un petit peu qui me font rêver. Donc, s'il y a Hard Rock, il y aura pas de qualification, de sélection pour les mondiaux, c'est certain. Donc, voilà, à voir encore. Et puis, je retournerai sur une course qualificative pour l'UTMB pour 2026. Voilà, je démords pas. J'ai encore espoir de faire une course pleine à l'UTMB I'll be back. dans les prochaines années. Voilà, exact. Et voilà. Et sinon, je pense aussi peut-être faire une course en fin de saison. Voilà, peut-être à Cape Town ou voilà, sur des courses un petit peu qui m'intéressent aussi bien, des 100K qui me font vibrer. Mais voilà, il n'y a encore rien d'établi. Et là, je pense que je vais surtout me faire une belle saison de ski Coupure. et remettre aussi un Ok. petit peu de rythme voilà, en courant sur la route, puisque l'année dernière, ça m'avait plutôt bien servi sur ma vitesse. J'avais bien évolué à ce niveau-là. Donc, voilà. Mais avant, Une belle année qui se on dessine. récupère, on fait ça avec les copains. On boit un petit coup, on profite aussi voilà, de la vie. Et puis, j'ai aussi pas mal de projets boulot professionnel qui m'attendent. Donc, je t'avoue que la fin de saison, pour moi, elle est quand même bien chargée, encore une fois. Ouais. T'as de quoi t'occuper. Merci beaucoup Manon, compte tenu de tous tes engagements, d'avoir trouvé le temps pour Course Épique. C'est toujours un plaisir et je pense que nos éditeurs sont ravis d'avoir ton feedback et ton débrief de cette course évidemment mythique. On est tous très très heureux pour toi. Voilà, tu mérites ce beau résultat et voilà, c'est un marqueur fort de ton palmarès déjà bien garni et ça va appeler encore plein de belles courses, j'en suis certain et je te le souhaite surtout de tout cœur. Merci pour ton temps Manon et puis à très bientôt évidemment. Eh ben, merci à toi. Et puis, oui, prends bien soin de toi pour la fin de saison. Avec plaisir. Salut Manon, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des aventures hors du commun, courez écouter dès maintenant le podcast Aventure épique, le petit cousin de Course épique.